Alors, je devais dire 2-3 mots sur environnement, climat. Bon, vous avez vu que je suis ingénieur météo. Hein. Alors, il y a premièrement un débat, c'est est-ce que c'est une question syndicale? Oui, c'est une question syndicale, ça a toujours été une question syndicale. Autrefois, on ne l'approchait que par l'environnement immédiat du salarié au travail ou dans son environnement proche. Parce que, eh bien, on vivait souvent pas très loin de l'usine. Et quand il y avait des accidents, bah, comme malheureusement à Lubrizol récemment à Rouen, évidemment, c'était une préoccupation. C'est la raison pour laquelle les organisations syndicales, certes, il y a la question du salaire, mais il y a toujours eu la question des conditions de travail. Et associée à la question des conditions de travail, celle du rôle que peuvent remplir les délégués d'ateliers, de services, etc., notamment dans le cadre de ce qui s'est mis en place progressivement, plus tardivement, les CHSCT, qui malheureusement aujourd'hui subissent de plein fouet les conséquences de la loi travail et des ordonnances travail de 2017 qui font que le CHSCT, la nouvelle commission CSSCT, n'existera qu'à partir de 300 salariés dans l'établissement ou l'entreprise concernée, sauf négociation plus favorable. Donc cette question-là, elle a toujours été abordée par l'organisation syndicale, d'abord sous cet angle-là. On a ensuite élargi quand on a été confronté, alors c'est un peu du même ordre mais un peu plus large, par exemple la question de l'amiante. La question de l'amiante, lorsqu'est venu sur la place publique les risques majeurs que faisait encourir pour la santé à la fois de ceux qui travaillent l'amiante, soit en extraction, soit en pause, etc., ou qui sont confrontés au fait que par leur intervention sur l'immeuble, ils risquent de dégager de la fibre d'amiante et d'en respirer eux-mêmes. Et puis, évidemment, celles et ceux qui vivent dans un environnement amianté, qui ne sont pas forcément directement liés à la manipulation de l'amiante, mais qui peuvent en subir les conséquences pour leur santé. Là, on s'est trouvé à une première problématique qui est venue ensuite sur les questions climat, environnement de manière plus générale, c'est la question de l'emploi par rapport à une norme qui fait que l'emploi concerné peut être mis en cause. En clair, si on arrête d'utiliser l'amiante, et on a eu beaucoup de débats au sein du mouvement syndical, notamment au niveau international, par exemple avec nos camarades du Canada, où se trouvaient des grosses mines d'extraction, sites d'extraction de l'amiante, et où nos camarades nous disaient, oui, mais nous, on a fait tout ce qu'il fallait en termes de sécurité et de santé pour tous les travailleurs qui travaillent à l'extraction de l'amiante. Et donc, nous, on n'a aucune raison. Et c'est vrai qu'ils avaient mis en place des dispositifs qui les protégeaient, qui les préservaient. Et on tient à notre emploi, et donc on avait beaucoup de mal à débattre avec eux de la question de l'amiante et de l'arrêt de l'utilisation de l'amiante, parce que pour eux, c'était directement une conséquence en termes de devenir de l'emploi sur des sites où d'autres emplois n'étaient pas imaginables alentour. Et cette question, elle est venue aussi ensuite sur les questions environnement, climat. Bon, je peux prendre l'exemple des mines de charbon, puisque c'est des questions qui se sont posées. C'était la dernière COP, oui, se tenait en Pologne, sur un site notamment d'extraction charbonnière. Évidemment, la question se posait directement aux ouvriers concernés en Pologne par le fait que, point d'interrogation sur le devenir de l'emploi. Aujourd'hui, nos syndicats du secteur de la métallurgie, par exemple, s'inquiètent beaucoup sur le devenir de la filière de la construction automobile, avec la décision qui a été prise récemment, annoncée récemment, de la fin du moteur thermique en 2040, qui interroge sur quid de la filière de la construction automobile et donc de nos emplois demain, sachant qu'ils sont déjà en difficulté en ce moment, notamment liés avec tous les débats qui ont eu lieu sur le diesel. Bon, je pourrais multiplier les exemples, mais la façon dont on a essayé de positionner le syndicat, on a trouvé un slogan qui est que sur une planète morte, il n'y a pas d'emploi. Bon, c'est réducteur, hein, bien évidemment, mais la question, ce slogan, il soulève deux questions. C'est premièrement,
quid du réchauffement climatique? Quid de sa cause? Et est-ce qu'on est sûr que, il y a réchauffement climatique, deux, que la cause, elle est effectivement l'activité humaine d'une manière ou d'une autre, et qu'il faut, par voie de conséquence, si on veut réduire, éviter le réchauffement climatique, eh bien, il faut agir sur l'activité humaine qui en est la cause. Et évidemment, avec toutes les conséquences que ça pose. Donc, est-ce qu'il y a une réalité? Alors, c'est là que peut-être que mon origine fait que moi, je pense qu'on peut quand même faire confiance aux scientifiques. Je viens de ce milieu-là. Le GIEC, par exemple, qui est beaucoup interrogé, parce que certains disent, oui, mais c'est pas vraiment une enceinte scientifique, c'est un organisme intergouvernemental, donc sous quand même la pression des gouvernements qui... bon, si d'une certaine manière, si effectivement c'était un organisme sous contrôle des gouvernements, je pense que Trump n'aurait pas de problème avec le GIEC et les conséquences du GIEC. Hein. Donc on voit bien un peu les limites. Mais deux, le GIEC, il a été créé il y a 30 ans, et le GIEC, il a été créé et il a été co-dirigé par, enfin, en termes de secrétariat, par l'Organisation mondiale de la météorologie, d'une part, et le programme des Nations unies pour l'environnement. L'Organisation mondiale de la météorologie, c'est aussi une organisation intergouvernementale, que là, je connais bien, puisque l'Organisation mondiale de la météorologie, elle est le lieu où l'action du système multilatéral fait qu'on établit un certain nombre de normes pour pouvoir faire de la science météorologique et climatologique. C'est-à-dire, par exemple, qu'on s'assure qu'on mesure bien la température de la même façon partout dans le monde. Parce que les échanges d'informations dont on a besoin pour évaluer l'état de départ de l'atmosphère, si on veut faire une projection en termes de météo, prévision immédiate ou de climato, c'est-à-dire à plus long terme, il faut partir d'un point de départ qui correspond à la réalité. Donc il faut que chacun donne, et l'Organisation mondiale de la météorologie d'ailleurs, est une des rares organisations qui a quasiment fonctionné tout le temps, y compris parfois en période de conflit, parce que même les parties au conflit avaient besoin des informations de l'autre en matière de météo. Mais donc, c'est une organisation qui est essentiellement constituée de scientifiques. Le directeur, il n'y a pas encore si longtemps, de l'Organisation mondiale de la météorologie, était mon premier patron quand j'étais encore à la météorologie nationale. À l'époque, ce n'était pas encore devenu Météo France. C'est un ingénieur polytechnicien qui donc a fait toute sa carrière dans la recherche-développement au sein de la météo, et qui a fini par devenir directeur de l'Organisation mondiale de la météo, et qui a été donc à ce titre-là co-présidé le GIEC. Donc il y a une réalité de la mesure à la fois du réchauffement climatique, à la fois les modèles qui sont utilisés qui simulent les émissions de gaz à effet de serre, leur effet sur la façon dont évolue l'atmosphère quand on fait tourner ces modèles en termes de prévision à long terme, confirme, c'est des hypothèses, hein, la science elle fonctionne sur la base d'hypothèses, confirme que les émissions de gaz à effet de serre sont le principal moteur du réchauffement climatique. Il y a un réchauffement de long terme, mais une accélération très nette ces 30-40 dernières années du réchauffement, qui est, à l'évidence, les hypothèses en tout cas ne sont pas infirmées, liées à l'explosion des émissions de gaz à effet de serre. La dernière des mesures, c'est la mesure de la concentration dans l'atmosphère de gaz à effet de serre, qui montre que jusqu'à maintenant, année après année, malgré les COP, y compris la COP, la première, hein, c'était les accords de Kyoto, qui avaient pour objectif justement de réduire les gaz à effet de serre, mais qui n'ont pas été respectés par l'ensemble des parties signataires, et qui du coup sont devenus caducs, et remplacés par l'accord de la COP 21 à Paris, hein, en 2015. Malgré donc ces accords, ces engagements, puisque aujourd'hui c'est des engagements, la COP 21, l'accord de Paris, des États à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, bah pour le moment, année après année, la concentration est plus importante que l'année précédente. Donc il y a une réalité de ce point de vue, et deuxièmement, bah, pas d'emploi sur une planète morte, bah,
quelle est l'action et quelles sont les conséquences des actions qui devraient être prises du point de vue social et des populations concernées. Et la grande masse de la population, c'est effectivement malheureusement les pauvres dans les pays pauvres, qui sont souvent les pays qui n'émettent pas ou très très peu de gaz, enfin directement en tout cas, de gaz à effet de serre, hein, c'est facile à comprendre, hein, et à contrario, qui risquent, par le fait de leur situation géographique et météorologique et climatique, de subir parfois, premièrement, le plus violemment, les effets du réchauffement, ce qui est déjà le cas. Vous avez peut-être entendu parler récemment d'ailleurs, alors c'est pas forcément le plus pauvre en l'occurrence, mais qu'en Indonésie, ils sont en train de déplacer leur capitale. Hein, en lien, et ça, ils s'y sont pris depuis de nombreuses années, en lien avec le risque de l'élévation du niveau de la mer. Le Bangladesh, si demain le niveau de la mer augmente, vous avez une population immense qui se déplacera. Donc la question des déplacements de population, ce qu'on dit des migrations climatiques, c'est une question qui va être une question majeure, source de conflit majeure. Source de conflit aussi pour ce qui est de l'accès à l'eau potable. Hein. Évidemment, quand on en parle en France, on regarde, on dit ah ben, y a eu des inondations plus qu'à l'ordinaire, y a de la sécheresse qui se répète, des canicules qui se répètent, mais bon, on passe la canicule et puis on se retrouve à l'automne. On a la chance d'être dans un pays avec 4 saisons, donc même quand ça a été un peu chaud, bah après, voilà, il pleut. On a de la mémoire immédiate, vous savez, ça c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Je vous le dis parce que pour l'anecdote, quand j'étais étudiant, on fait beaucoup de stats aussi quand on est à la météo. C'est une des dimensions de la science mathématique et physique qu'on utilise en météorologie. On fait des statistiques et on s'était amusé à corréler les naissances avec les phases de la Lune ou l'évolution du climat, enfin de la météo. Et on voulait vérifier les dictons qu'on entend souvent, pleine lune, plus de naissances à ce moment-là, ça déclenche les naissances, etc. On n'a jamais détecté aucune corrélation. Hein. On a fait on a passé les modèles statistiques sur des populations suffisamment nombreuses, donc suffisamment représentatives, et donc les conclusions, c'est qu'il n'y avait pas... les seuls effets qu'on voyait, c'était les vacances d'été, qui étaient source de conception, hein, parce que 9 mois après, on voyait bien, alors c'était pas climatique, hein, enfin c'était peut-être climatique en l'occurrence, mais d'effets sur la Lune, pas. Et alors, c'était assez curieux, parce que on a confronté cela au dire des personnels soignants dans les maternités, aides-soignantes, qui nous assuraient que si, je peux vous assurer que... Mais c'est chaque fois la foi de la foi, où effectivement, pleine lune, quand on ne confondait pas pleine lune et nouvelle lune. Hein, parce qu'il y avait aussi parfois ceux qui vous assuraient, si, la pleine lune, ah oui, mais ce jour-là, c'était pas la pleine lune, c'était la nouvelle lune. Bon, alors, qui ont la mémoire du cas où ça s'est produit, mais qui n'ont pas du tout la mémoire de toutes les fois où pleine lune sans naissance. Donc il y a la foi de la foi, où on a été débordé cette nuit-là, d'ailleurs c'était une nuit de pleine lune, et donc voilà, on a une mémoire assez sélective, on va dire, hein, qu'on utilise quand elle nous arrange ou quand elle confirme ce qu'on est convaincu qu'est la réalité. Toujours est-il que, voilà, ce sur quoi on travaille aujourd'hui, syndicalement, on est très présent dans les conférences des partis, hein, ce qu'on appelle les COP, avec la Confédération syndicale internationale. L'idée, c'est de faire en sorte que toutes les politiques qui sont éventuellement projetées ou nécessaires pour faire face au réchauffement climatique, que ce soit en termes d'atténuation ou d'adaptation, tiennent compte de l'enjeu de ce que nous, on appelle la justice sociale. Et évidemment, ça pose par exemple la question de la fiscalité carbone. Hein, vous vous souvenez, au moment des Gilets jaunes, taxe sur l'essence, le diesel, oui, mais moi j'ai besoin de ma voiture pour aller au boulot de toute façon, ou pour travailler, je ne pourrais pas faire autrement, donc le résultat c'est que ça va me coûter plus cher, mais j'émettrai toujours autant de gaz à effet de serre. Donc est-ce que c'est efficace, pas efficace? Est-ce que c'est juste socialement ou non? Ça c'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Et évidemment, ça emporte beaucoup d'aspects. C'est anticiper, donc avoir une vision prospective. Est-ce que c'est forcément
comment je dirais, de la décroissance, nous n'y croyons pas. Nous pensons au contraire que les enjeux en termes de politique d'innovation industrielle qui sont nécessaires pour prendre le dossier à bras-le-corps et être effectivement efficace sont source d'activité, de croissance, y compris de croissance économique et donc d'emploi. Mais toutes ces questions-là, comment elles sont posées? Par exemple, on soulève souvent la question de l'habitat et de l'isolation de l'habitat. On voit bien, alors après, évidemment, hein, c'est pas du yaka faucon, hein, parce que ça pose les questions de financement, qui finance quoi, etc. Bon, bref, donc on s'investit beaucoup, tant au niveau international qu'au niveau national. On travaille beaucoup au sein de l'Organisation internationale du travail en lien avec ces questions, avec une affirmation, et là je reviens au rôle du syndicat au quotidien, même s'il ne se voit pas beaucoup, mais c'est la nécessité que les parties concernées soient autour de la table, c'est-à-dire que le dialogue social, la négociation collective soit pleinement prise en considération sur tous ces débats, ces réflexions et la conception de telle ou telle politique en la matière. Et on va au sein de la Confédération, parce que c'est un dossier qu'on a eu du mal vraiment à saisir, parce qu'il y a une dimension un peu d'intérêt général, hein. Donc je vous disais, nous, le syndicat, on évite de se substituer ou de se retrouver enfermés au titre de l'intérêt général dans des politiques sur lesquelles on n'a pas de prise, sur lesquelles on n'a pas forcément la capacité, je vous parlais des retraites tout à l'heure, mais de faire valoir notre point de vue, a fortiori si on estime qu'il est légitime et pertinent. Donc on a toujours eu un peu de mal à s'en saisir, qui plus est par crainte de se retrouver opposé à des contradictions qu'on n'arrive pas à dépasser. Hein. Si on nous fait la démonstration qu'il faut absolument arrêter dans 6 mois le moteur thermique parce que sinon on va à la catastrophe, bon, c'est un cliché, mais si c'était le cas, il faudrait bien qu'on s'y rende. Mais du coup, on se retrouvait confronté à un problème majeur, quid des salariés, de leurs familles qui travaillent dans le secteur. Donc on a toujours eu un peu de mal parce que gérer des contradictions, c'est pas forcément évident. Donc, ce qu'on va faire, on a décidé de prendre ce dossier au niveau national. On l'a fait au niveau international, mais au niveau national à bras-le-corps. Et donc, on va mettre en place une commission climat-environnement FO ou un groupe de travail climat-environnement FO au plus haut niveau avec l'ensemble des secteurs les plus directement concernés, industriels, chimiques, énergétiques, communication, etc. Avec les militants qui sont les plus sensibles à ces questions, en pour ou en contre d'ailleurs, pour essayer de dégager un positionnement qui soit fondé sur des analyses. On va faire intervenir évidemment des experts, hein, parce que c'est pas nous qui allons inventer les choses, et confronter justement à ces experts ces contradictions. Et ce que nous voulons, nous, c'est faire en sorte qu'on soit en capacité de s'exprimer de façon pertinente, incontestable, et si on n'a pas de capacité à s'exprimer en termes de position ferme et claire, parce que c'est plus de questions posées que de réponses qu'on a, ou qu'on est capable d'élaborer nous-mêmes, eh bien, faire connaître, voilà, ces questions-là doivent être posées et demandent réponse. Qui est en capacité de répondre ou non à telle ou telle question, ne pas se satisfaire du on dit, ni du bon, ben oui, le climat, il faut s'y intéresser, et puis bon, on soutient la manif des jeunes le vendredi, et puis voilà, basta, on passe à autre chose. Non, on va essayer véritablement, en tant qu'organisation syndicale, de prendre ce dossier pleinement à bras-le-corps et de se positionner en tant qu'organisation syndicale sur ce dossier de manière beaucoup plus précise encore que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Voilà, excusez-moi, j'ai été beaucoup trop long, sans doute beaucoup moins drôle, et ça, c'est certain, et passionnant que mon prédécesseur Yves, que je remercie encore beaucoup. Ça m'a beaucoup intéressé et beaucoup plu.